Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce vendredi 16 janvier. 49 ans déjà que le Bénin a été victime d'une tentative de coup d'État. C'était le 16 janvier 1977. Une équipe de mercenaires français a tenté de renverser le gouvernement de la République populaire du Bénin dirigé par le commandant Mathieu Kérékou. Le Bénin s'en souvient et marque ce souvenir par une cérémonie solennelle de dépôt de gerbes en hommage à ces héros. On en parle dans un instant. On parlera également de cette sortie médiatique de la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Il était question de faire le point des inspections dans diverses formations sanitaires. Au total, 928 établissements de santé ont été inspectés au moins une fois en 2025. Images et reportages à suivre. Assure également un focus sur des révélations de l'année 2025. Vous allez découvrir ces figures qui ont marqué l'année écoulée. Parmi ces personnalités et personnes, certaines se sont particulièrement imposées, devenant ainsi la révélation de l'année. Nous vous proposons dans cette édition un top 5 de ces révélations. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Ce vendredi marque le 49e anniversaire de l'attaque du Bénin par des mercenaires qui ont tenté de renverser le pouvoir Kérékou. Comme chaque année, le Bénin a rendu hommage à ces héros qu'on appelle les martyrs du 16 janvier. Au-delà de cette reconnaissance, les soldats tombés sur le théâtre de l'opération Mirador au nord du Bénin ont été également honorés. C'était à la faveur d'une cérémonie solennelle de dépôt de gerbes au jardin de Mathieu. C'est ici à Cotonou. La rencontre présidée par le chef d'État major des forces armées béninoises a réuni les autorités militaires de divers grades. Reportage. L'instant est solennel ici, au jardin de Mathieu. En ce 16 janvier, la nation béninoise honore la mémoire de ceux qui ont payé le prix ultime pour défendre sa souveraineté. Des gerbes sont déposées en l'honneur des martyrs du 16 janvier 1977, mais aussi les soldats tombés lors de l'opération Mirador. Un geste symbolique pour rappeler le courage de ses fils et filles. Aujourd'hui, 16 janvier 2026, nous avons une pensée pour tous ces martyrs qui sont tombés au nom de la République, au nom du Bénin. Vous savez, le 16 janvier, nous l'avons retenu pour rendre hommage à nos frères d'armes qui sont tombés au cours des diverses missions dans lesquelles ils sont engagés. S'engager, c'est un sacerdoce. S'engager, c'est fricoter avec la mort au quotidien. Cette journée de souvenir est aussi un moment de reconnaissance aux soldats étrangers en fin de mission au Bénin. Ces 5 officiers des forces armées de la France, des États-Unis, du Royaume de Belgique, du Royaume du Maroc et du Nigeria reçoivent la médaille de la défense nationale à titre exceptionnel. Une distinction qui salue leur contribution au renforcement de la coopération militaire et diplomatique. Nous sommes très fiers de pouvoir apporter notre petite contribution dans ce combat. Parce que ce combat n'a pas que des effets négatifs sur le Bénin, mais un effet négatif sur tout le monde. Donc nous sommes contents d'être côte à côte avec vous pour mener ce combat. Cette médaille est une reconnaissance et ça montre que nous sommes dans la bonne voie. Un grand merci au nom de tous les attachés de défense accrédités pour le Bénin. Cette cérémonie rappelle que la paix et la sécurité se construisent, un héritage que les forces armées béninoises préservent au quotidien. On va faire maintenant un exercice de rappel historique avec Teddy Goudalo. Vous allez le voir qui va nous replonger dans le film de cette agression connue sous le nom de l'opération Crevette. Opération conduite de main de maître par le général Bob Denard, chef du groupe de mercenaires. Mais ce projet a connu un échec cuisant grâce à la vigilance et au dynamisme de l'armée béninoise soutenue par un peuple debout. Retour maintenant sur les différentes phases de cette opération qui a commencé très tôt un petit matin. Au petit matin du 16 janvier 1977,
Un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou, au Bénin. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. L'opération Crevette contre le président Mathieu Kérékou a commencé. Quelques instants plus tard, aux alentours de 7 heures, un groupe d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents, africains et européens, bondit du vieux DC-7 au moteur encore vrombissant et décharge de mystérieuses caisses. Très vite, les premiers coups de feu retentissent. L'alerte générale est donnée dans tout Cotonou. Pendant 3 heures, l'armée béninoise va contenir les assaillants qu'elle réussira finalement à mettre en déroute. Contrairement au coup d'État que le pays a connu depuis son indépendance le 1er août 1960, cette tentative de putsch semble venir de l'extérieur. À la tête des assaillants, Bob Denard, le célèbre mercenaire français qui s'est illustré au cours de sa carrière par ses nombreux faits d'armes sur le continent. Celui-ci lance ses hommes sur les points névralgiques du pouvoir, le camp militaire Guézo situé en plein cœur de Cotonou et à proximité de l'aéroport et le palais de la Marina, résidence présidentielle de Mathieu Kérékou. Cependant, l'expertise militaire de Bob Denard se trouve rapidement confrontée non seulement à l'armée béninoise, mais aussi aux éléments nord-coréens présents à Cotonou en vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes. Tandis que le mercenaire français et une de ses troupes se dirigent vers la ville, les premiers affrontements sérieux ont lieu sur le tarmac de l'aéroport. La riposte ne s'est pas fait attendre. Alors que Cotonou est encore endormi, le président et ses partisans passent un message à la radio. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. En conséquence, chaque militante et militant de la révolution béninoise, où qu'il se trouve, doit se considérer et se comporter comme un soldat au front engagé dans un combat sacré pour sauver la patrie en danger. En réalité, les rues de Cotonou demeurent vides. Des combats sporadiques entre les hommes de Bob Denard et l'armée béninoise prenant place ça et là. Mais en dépit de la supériorité militaire des putschistes et les pertes infligées à l'armée béninoise, très vite, ils décident d'entamer un repli stratégique vers l'aéroport. La situation devient alors rapidement intenable pour les hommes de Bob Denard. À 10 heures, ceux-ci remontent rapidement dans l'avion. Quelques minutes après, le DC-7 vole en direction de Franceville au Gabon, laissant sur le sol béninois une dizaine de mercenaires blessés. Dans la précipitation de l'évacuation, les assaillants ont laissé sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou des armes de fabrication française, mais surtout une caisse contenant de précieux documents exploités par le régime de Mathieu Kérékou. Et à cette agression du 16 janvier, il faut désormais ajouter celle du 7 décembre 2025 à l'histoire du Bénin. Autre sujet de l'actualité dans cette édition, la celle de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux de l'autorité de régulation du secteur de la santé a exposé à la presse le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée. À l'occasion de cette rencontre avec les hommes des médias, le coordonnateur par intérim de la cellule a fait le point des inspections dans diverses formations sanitaires. Je vous invite maintenant à le suivre au micro de Esther Toufa. 928 établissements de santé ont été inspectés au moins une fois, dont 302 privés et 626 publics. Ces inspections ont permis de relever les dysfonctionnements que voici. La pratique clandestine, aussi bien par des professionnels de santé que par des non-professionnels de santé. L'absence répétée et ou prolongée du promoteur de l'établissement de santé. Le retard dans la référence des patients pour une meilleure prise en charge, car souvent, les communautés refusent d'utiliser les ambulances
malgré les interventions de certaines autorités locales. Des délais excessivement longs pour obtenir des rendez-vous, puis les résultats des examens d'imagerie médicale. Ces délais ont été confirmés par les relevés réalisés par les collecteurs de données installés dans les unités d'imagerie médicale pendant 6 mois consécutifs. L'absence dans certaines unités d'imagerie médicale du dispositif requis pour la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants des professionnels et du public, la réalisation encore manuelle de l'hémogramme dans beaucoup de laboratoires, tant du secteur public que du secteur privé. Et au vu des constats à l'issue des inspections, la cellule a pris un certain nombre de mesures. Ces mesures ont été également révélées à la presse avec les résultats qu'elles ont produits. On va retrouver le coordonnateur par intérim de la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux, toujours au micro de Esther Toufa. Dans le domaine de la pratique clandestine par des professionnels de santé, un agent pris en flagrant délit d'exercice illégal dans l'une de nos régions a été aussitôt mis à la disposition de la justice avec l'assistance de la police républicaine et son cabinet d'échographie a été aussitôt fermé. S'agissant du secteur d'imagerie médicale, 2 grandes actions ont été menées. Il s'agit du recrutement d'agents qui ont collecté durant 6 mois des données sur le fonctionnement des services d'imagerie médicale dans les principaux hôpitaux du pays. La deuxième grande action a été réalisée au CNHU-HKM de Cotonou en avril 2025, aboutissant à une réorganisation du travail dans ce service et une dotation en équipement et matériel de pointe, ce qui a réduit substantiellement les plaintes d'insatisfaction des clients. Certains responsables demeurent encore indifférents à l'insalubrité et au manque d'hygiène dans leur environnement de travail. Nous avons été amenés à fermer en décembre dernier, dans l'une de nos grandes villes, un cabinet de soins clandestins dont le promoteur entretenait une mitoyenneté, voire une mutualisation des espaces de soins avec ceux d'une porcherie d'une vingtaine de porcins, niant clairement les règles d'hygiène de base. Une question à présent pour la suite de cette édition. Comment la ville de Ouidah se présente-t-elle au lendemain des Vodou Days? Pour répondre à cette question, l'une de nos équipes de reportage a fait une descente dans la cité d'Ekpassé 5 jours après le festival. Il était question de faire un tour de ville, notamment au niveau des différents sites ayant abrité les manifestations pour voir l'environnement et constater comment s'est effectué le retour au quotidien de la population après la fête. Voici le visage que présente Ouidah avec Vigile Arodayon. 5 jours après les Vodou Days, la plage de Ouidah affiche le visage des jours ordinaires. Les installations du festival ont été démontées et rangées. La vie reprend timidement son cours avec les petites activités économiques aux abords du site et quelques visiteurs qui se plaisent à immortaliser leur passage à la porte du non-retour. À la place Marot, les populations retrouvent également leur quotidien, fiers, admirative et reconnaissante. Le festival a été bien organisé et les populations sont fières, surtout avec les actions du président. Par exemple, avant, on n'arrivait pas à circuler dans Maro en période de pluie, mais aujourd'hui, il nous a pavé toutes les rues avec des lampadaires solaires un peu partout. Nous lui disons merci et le soutenons. Nous n'avons jamais vu une telle organisation ici à la place Maro.
c'était très beau et que son successeur lui emboîte le pas. D'abord, je commence par remercier le chef de l'État, le président Talon et son gouvernement pour le travail abattu. C'est le lieu aussi de remercier les organisateurs pour cette fête qui a été très belle. De la place Maro à Nensouhé en passant par le centre-ville et les autres sites qui ont abrité les manifestations officielles, les populations sont davantage marquées par l'état de propreté de la ville au lendemain du festival. Ce qui m'étonne est que, puisque après les Vodou Days, c'est les élections qui sont là en même temps le dimanche qui a suivi directement. Et après le vote, nous nous sommes rendus encore à la plage. Mais nous traversons la ville. On ne dirait pas que c'est un endroit où beaucoup de personnes sont arrivées pour les festivités. La ville est encore plus propre qu'avant. Et ça m'a étonné puisque des événements pareils, il y a des sachets, des déchets partout. Ce qu'on n'a pas constaté. La société qui gère les ordures, je fais un clin d'œil à Mme Dagnon du conseil d'administration, a mis les petits plats dans l'écran. Avant l'événement, il y a la propreté. Pendant l'événement, la propreté. Et après l'événement, vous constatez avec moi que tout est propre. Et cela, c'est une avancée. Et je salue au passage les organisateurs de Vodou Days. Je salue le directeur de la société SGDS qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir assurer le nettoyage de ces lieux. Parce que c'est une forme de tourisme de masse qui s'installe. Et là où il y a le tourisme de masse, il y a l'environnement qui est pollué. Il y a la pression démographique qui est exercée sur les sites touristiques. La réussite de l'édition 2026 du Festival international des Vodou Days est saluée par l'ensemble des populations de Ouidah qui retrouvent leur ville plus propre que jamais. Elles souhaitent que la prochaine édition soit encore plus riche et mieux organisée. Rendez-vous donc à la 3e édition des Vodou Days. Dans la suite de cette édition, ce sujet que nous vous proposons, vous le savez déjà sans doute, dans les jours qui suivent, la naissance d'un bébé ou parfois même bien avant, les parents remplissent une formalité primordiale, le choix d'un ou plusieurs prénoms à leur progéniture. Dans l'accomplissement de ce préalable essentiel, chacun y va selon ses convictions et son inspiration. Quelles sont alors les différentes approches adaptées donc par les bénéficiaires à l'heure de l'attribution de petits noms à leurs enfants? Voici les éléments de réponse dans ce reportage. Moi, c'est Bono. Mia, c'est de l'Odagwe. Oui, moi, c'est Marius Yelou. Moi, je m'appelle Azilino Natacha. Ici, c'est Huidanou. Félicité. Des noms de famille et des prénoms. Des informations personnelles qui servent d'identifiant premier à tout individu. Mais mieux que le patronyme qui est commun, au sein du carré familial, le prénom attribué à un nouveau-né permet de faire une démarcation. Cependant, pour le sociologue, l'enjeu va bien au-delà. Un nom choisi doit évoquer quelque chose de hautement positif. Mais le second aspect, tout en cherchant ce qui est positif et tout, il ne faut pas oublier que le nom doit être surtout une vision, un projet, un objectif de vie qui doit être réglé. Pourtant, Marius semble affirmer sans gêne ni regret qu'il ignore tout de son petit nom. Mon prénom, en fait, moi je n'en sais rien. C'est mon père qui me l'a donné. Contrairement à lui, à la question « Que savez-vous de votre prénom ?», d'autres jeunes rencontrés ici fournissent quelques éléments de réponse. Marco, c'est un écrivain et mon père a l'habitude de voir ses romans, tout ça. Donc ça l'intéresse trop, il aime juste que je sois comme lui. Je suis fille unique, donc ma mère ne savait pas qu'elle aura une fille. Donc comme je suis venue, elle m'a surnommée Mauti. Cette tendance des parents à choisir le prénom de leur progéniture en fonction d'une conviction fondée sur une passion ou les phénomènes de la vie est confirmée par Félicité, mère de plusieurs enfants. Au cours de la grossesse, j'ai eu un accident. J'étais à 7 mois. Donc quand l'enfant est né, je l'ai surnommé Seyon. Je vais dire, il y a aussi le prénom que je lui ai donné, Glory. Glory, c'est pour dire gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour tout ce qui t'arrive, que ce soit dans les peines, dans les malheurs, dans les difficultés, sache qu'il y a la gloire dedans. Les considérations précédemment évoquées
ne forment pas pour autant une liste exhaustive. Certains géniteurs suivent, selon le technicien, une trajectoire bien différente. Il y a des gens qui tiennent compte simplement du calendrier. C'est vrai que cette approche est désuète aujourd'hui, mais on regarde le calendrier par rapport à la date de naissance de l'enfant et le nom qui est là dans le calendrier grégorien que nous utilisons ici, on le lui attribue systématiquement. Il y a des cultures où l'on se positionne sur le jour, mais pas du calendrier. Mais il y a des enfants, des parents qui, du point de vue spirituel, sont très au courant et qui choisissent des lettres qu'ils font passer par la numérologie et compte tenu de leur vibration karmique, retiennent un nom pour leurs enfants. Mais ces choix sont-ils les meilleurs? Quels sont les éléments devant être déposés dans le panier d'attribution de prénoms à un enfant? Le recours à la numérologie est également évoqué par le consultant spirituel. GPY, ça fait les lettres de type 7. HQZ, les lettres de type 8. Et IR, les lettres de type 9. Voilà. Et chaque casier de lettres là véhicule une énergie donnée. Autre chose, à la naissance, la deuxième cérémonie, après la sortie de l'enfant, c'est-à-dire le Joto Biba. Donc quand on cherche le Joto pour l'enfant, on prend un peu des qualités de ce Joto-là, c'est-à-dire celui qui a parrainé l'arrivée de l'enfant. Il met par ailleurs en garde contre certains prénoms, qu'ils soient importés ou issus de la tradition locale. J'entends aujourd'hui des gens s'appellent Dolores, sans oublier qu'en latin, ça veut dire douleur. Et donc c'est dangereux. L'enfant va rencontrer tellement d'obstacles. Si au dire du sociologue, le prénom est censé être le reflet d'un projet ou d'une vision, encore faut-il, selon lui, inculquer à l'enfant les valeurs et principes qu'impliquent les aspirations profondes des parents pour leur traduction effective dans la vie de ce dernier. Celui qui dit au cou tout le temps, la mort finit par le visiter. Celui qui dit à quoi tout le temps, l'argent aussi finit par le visiter. Voilà, sport à présent, absent des 2 dernières éditions de la CAN, le Bénin a signé son retour en Coupe d'Afrique des Nations à la CAN Maroc 2025, une 5e apparition de l'équipe nationale du Bénin en phase finale. Et les Guépards ont passé pour la 2e fois de l'histoire le premier tour avant de tomber aux portes des quarts de finale. Ils sont donc déjà rentrés du Maroc pendant que les finalistes préparent pour donc, le grand rendez-vous du dimanche prochain. Voici ce qu'on peut retenir de la participation des Guépards à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le scénario de la 5e participation de l'histoire du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations a l'air incomplet. Mais ça restera déterminant pour l'avenir de la sélection nationale aujourd'hui composée majoritairement de jeunes joueurs. 23 décembre 2025 sur la pelouse du stade Al-Barid de Rabat. Les Guépards signent leur première sortie dans la compétition avec 4 de leurs titulaires habituels suspendus pour cumul de cartons jaunes. Sur une erreur de communication dans la défense, le Bénin se fait punir à la 16e minute et s'incline sur un score d'1-0. Un faux pas d'entrée qui amène l'équipe à redéfinir ses priorités au lendemain du match et qui permet surtout aux Guépards de se rappeler les promesses faites au peuple. Steve Mounier et ses partenaires ont fêté Noël sur le terrain en préparant leur 2e sortie face aux Zèbres du Botswana, défait d'entrée par les Lions de la Teranga du Sénégal 3-0. Nous récupérons des joueurs qui sont tout frais et qui sont très motivés. Corriger le tir et écrire une nouvelle page de l'histoire du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un défi qu'a relevé la tanière des Guépards pour sa 2e sortie dans la compétition. Les Guépards réussissent à décrocher une victoire historique. La toute première au thème du temps réglementaire de l'histoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 5 apparitions. On a enfin cassé cette mauvaise dynamique, si je peux dire, et je suis fier de tous mes coéquipiers, fier du parcours. À 2 jours du nouvel an, voici le Bénin face à l'histoire. Éliminé en quart de finale en 2019 par Sadio Mané et ses coéquipiers, les Guépards du Bénin, autrefois appelés Écureuils, font des retrouvailles avec leurs homologues du Sénégal en phase finale de la CAN. L'envie et la détermination béninoise n'auront pas suffi pour tenir tête à une équipe sénégalaise garnie de talent et de qualité technique. Pour la 2e fois de son histoire, le Bénin passe le premier tour de la compétition et en 8e de finale joue l'Égypte pour une place en quart de finale. Contrairement aux statistiques sur papier, la bataille a été rude entre Guépards et Pharaons.
Il a fallu attendre la 69e minute pour assister à l'ouverture du score de l'Égypte. Mais derrière, Jodel Dossou permet aux siens de revenir au score à la 83e minute et de faire durer le suspense. C'est finalement à l'étape des prolongations que l'Égypte s'impose par 3-1 au bout d'un match laborieux face à une vaillante équipe béninoise. Aujourd'hui, on a envoyé un message à l'Afrique comme quoi le Bénin c'est plus le petit Bénin, on a évolué. Le Bénin sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au royaume chérifié aux portes des quarts de finale, mais aura relevé 2 défis majeurs pour son retour en phase finale 6 années après l'expédition de 2019. Et pour finir, sachez que l'année 2025 a révélé bon nombre de personnes et de personnalités dans divers secteurs. Dans ce lot, certaines se sont particulièrement imposées, devenant ainsi les révélations de l'année. Esther Tofa nous propose un top 5 de ces révélations que je vous invite à découvrir. De l'exploit historique de Fournier au sommet de la stratégie politique, l'année 2025 a vu l'éclosion de talents exceptionnels qui redéfinissent l'identité du Bénin. Voici pour vous le top 5 des personnalités qui, par leur impact, se sont imposées comme les révélations incontournables de cette année. Anna Fambo, un nom plus connu du public béninois, depuis sa prestation le 1er août 2025 à l'occasion des manifestations officielles de la fête nationale. Qui ne connaît pas cette cantine, si on peut l'appeler ainsi, du plus grand consommateur autoproclamé de la viande de porc? À haute autorité, web humoriste s'est révélé cette année 2025 par ses contenus dont l'originalité et le maniement du dialecte goût. Dondo assemblée. Médier, avocat Aria. Nyewayi avocat eto. Yeno yino nyedo awoto autorité badu mo nyote de dona ma yera mo ma se plutôt c'est tout pour nyone. On s'y abouté. OK. Moi de dire. Votre honneur, j'ai l'immensime honneur de tu as l'attaque Benoumi. Keta Paul, chef d'arrondissement de Canvier 2, auteur des expressions virales « Je n'aime ça » et « Tout le monde dans les rangs ». Des expressions qui ont offert aux créateurs de contenu de quoi alimenter leurs divers canaux pendant plusieurs semaines et largement reprises dans le langage quotidien. Et l'intégralité de ce document est à suivre ce soir à partir de 22h30 sur nos antennes pour y découvrir les 2 premières personnalités qui viennent en tête du classement. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 16 janvier 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Polo, c'est à Adiawere. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On va se retrouver demain quand il va sonner 19h30 au Bénin. Bonsoir chez vous.